Vous avez probablement déjà vu ces avions anciens, très particuliers, qui au lieu d'avoir une seule queue comme les avions conventionnels, ont simplement doublé la mise et ont deux queues. Ces avions ont été présents littéralement tout au long de l'histoire de l'aviation, depuis les premiers prototypes d'avions jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi ces avions ont-ils existé? Quel est l'intérêt d'avoir deux queues sur votre avion? Et aussi, pourquoi, malgré le fait qu'il ait été un design très utilisé jusqu'à la guerre froide, celui-ci semble simplement avoir disparu de nulle part? Aujourd'hui, comme d'habitude sur cette chaîne, nous répondrons à toutes ces questions. Et très probablement, cette vidéo vous laissera vraiment absorber. Comme je l'ai mentionné, ce design d'avion à deux queues est en fait l'un des designs originels de l'aviation. Beaucoup des premiers prototypes d'avions, qui étaient essentiellement des cerfs-volants à moteur, avaient deux queues. Le premier avion utilisé par l'Angleterre était le Bristol Bosquet, qui a été introduit en 1910. Au début, l'utilisation d'une structure à deux queues était très bénéfique, car les avions de type cerf-volant étaient essentiellement en bois et en toile. La structure à double queue donnait beaucoup de résistance aux avions. Cependant, peu avant la Première Guerre mondiale, les fuselages monocoques commencèrent à être utilisés, ce qui a conduit à l'apparition d'avions plus résistants et dont à un design plus simple avec une seule queue. Cependant, on a commencé à fabriquer des avions à deux queues avec un fuselage monocoque, ce qui a permis de produire des avions encore plus résistants. Les premiers avions réussis de ce type étaient probablement les Allemands à Gauquin et les C1 et C2 qui avaient un fuselage monocoque en bois. Au début de la Première Guerre mondiale, la plupart des avions avaient le moteur à l'avant, ce qui posait un problème car on ne pouvait pas placer une mitrailleuse à l'avant de l'avion, car en tirant, elle endommagerait les pales de l'hélice. Au milieu du conflit, ce problème a été résolu en synchronisant simplement l'hélice avec la mitrailleuse. Cependant, avant cette solution, une solution très populaire à ce problème était de fabriquer des avions à double queue, pour ainsi placer le moteur entre les queues ou dans des zones comme les ailes. De cette façon, l'hélice n'obstruait pas la mitrailleuse et permettait d'avoir un artilleur à l'avant de l'avion. Des avions comme le Vickers FB-5 Gumbus avaient un moteur entre les queues et étaient des avions à double queue. Les bombardiers lourds de la série Caproni italienne avaient également deux moteurs dans l'aile. Ce sont deux grands exemples de cela. Après la Première Guerre mondiale, les avions à double queue disparaîtraient pendant un certain temps et ne redeviendraient pertinents que pendant la Seconde Guerre mondiale, où de nombreux designs très intéressants utilisant ce concept émergeraient. Les Allemands, par exemple, créèrent des planeurs sans moteur pour transporter des charges et des soldats de manière très efficace. Des planeurs comme les Gotago 242 sont un excellent exemple de cela. Ils avaient une porte arrière entre les queues, ce qui était extrêmement bénéfique pour larguer des charges en l'air. Mais l'un des plus grands exemples d'avions à double queue de la Seconde Guerre mondiale sont les P-38. Lightning américain. Ceux-ci avaient deux queues, car les turbocompresseurs du moteur les rendaient trop longs. Donc les queues du P-38 contenaient une partie du moteur. Ils ont été très réussis. 10 037 de ceux-ci ont été produits, étant l'un des chasseurs les plus célèbres, rapides et puissants de l'époque, contrairement à ce que vous penseriez de l'apparition des moteurs à réaction. L'apparition des moteurs à réaction n'a pas fait disparaître ces avions. Ils ont commencé à produire beaucoup plus d'avions à double queue. Au début, l'efficacité des moteurs à réaction a été entravée par les longs conduits d'admission et d'échappement nécessaires lorsqu'ils étaient installés sur des avions à une seule queue. Une solution très ingénieuse a été d'utiliser le design à double queue pour réduire au minimum les conduites d'échappement. Ainsi, de nombreux designs incroyables ont émergé, comme celui du Aliband DH-100 de Vampire, ou aussi ceux du Aliband Venom, qui étaient des avions de combat vraiment uniques et impressionnants. Le Vampire, ça a été développé pendant la Seconde Guerre mondiale et a été introduit en 1949, et celui-ci serait retiré dans les années 60. Les Mexicains doivent encore bien connaître ceux de Aliband Vampire, car ils ont été utilisés par le Mexique pendant les années 60. 3268 Vampires ont été produits. Il y avait aussi des avions de transport, qui utilisaient ce concept pour maximiser l'espace et avoir de plus grandes portes arrière, comme l'américain Fireshield C-119 Flying Boxcar, qui a été introduit en 1949 et a fini par être retiré en 1955 pour être remplacé par le C-130 Hercule au début de la guerre froide. Bien que les avions à double queue présentèrent de nombreux avantages très bénéfiques,
ils ont été rapidement remplacés par des avions à queue unique, car les avantages qu'ils offraient n'étaient pas assez utiles comparés aux grands inconvénients qu'ils présentaient. L'un des avantages de ces avions était la grande facilité qu'ils offraient pour monter les moteurs. Et historiquement, chaque fois que les ingénieurs avaient des problèmes avec le montage ou la position du moteur dans un avion, ils optaient pour concevoir l'aéronef avec une double queue, car un aéronef avec une double queue offrait beaucoup plus d'espace à l'avion pour le moteur, en plus de laisser l'espace libre au centre de l'avion, pour monter d'autres composants comme des antennes, très populaires dans les drones actuels, avec de plus grandes portes arrière, dans le cas des avions de fret. Et c'est précisément là un autre grand avantage des avions à double queue. Ils permettent d'avoir de plus grandes portes arrière sur des avions plus petits. Un excellent exemple de cela est l'Armstrong Whirlwood AW 660 Argos, qui était un avion de fret anglais similaire au C-130 Hercule, mais à double queue. Et le dernier avantage des avions à double queue était leur plus grande stabilité et performance par rapport aux avions conventionnels. Les avions à double queue sont généralement plus stables que les avions conventionnels. Les queues offrent une plus grande surface de contact avec l'air, permettant une répartition plus uniforme des forces sur l'avion. Cela rend l'avion beaucoup plus facile à contrôler. En plus, cette structure réduit considérablement les vibrations en vol. Tous ces avantages ont conduit à de nombreux designs à double queue tout au long de l'histoire de l'aviation civile et militaire. Cependant, ils avaient également des inconvénients très remarquables, qui ont fait que ce type d'avion a tout simplement disparu et n'a pas pu s'adapter à l'époque des chasseurs et bombardiers supersoniques. Un grand inconvénient était qu'il nécessitait une fabrication plus laborieuse, ce qui était peu avantageux pour la production de masse. Les deux bras devaient être parfaitement alignés, dans une position exacte, avec le poids exact et bien équilibré. Donc pendant la fabrication, des considérations d'ingénierie supplémentaires étaient nécessaires. C'était un problème à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, où la production de masse était une nécessité en raison de la forte demande en équipement militaire. Mais le plus grand inconvénient était la vitesse maximale qu'ils pouvaient atteindre. Ces avions, en offrant une plus grande surface de contact avec l'air, créaient une plus grande résistance aérodynamique, ce qui limitait la vitesse maximale qu'ils pouvaient atteindre. Et si vous vous souvenez bien de la vidéo que Armapedia m'a copiée sur le fait que les chasseurs devenaient plus lents, aujourd'hui nous parlons de comment, au début de la guerre froide, l'objectif principal du développement aéronautique était de rendre les avions plus rapides. De cette manière, des avions vraiment impressionnants comme le MiG-25 Foxbat ont émergé, qui pouvaient atteindre des vitesses allant jusqu'à 3,2 Mach sans se désassembler en vol. Vous souvenez-vous que nous avons parlé du fait que les conceptions à double queue facilitaient le placement des moteurs? Eh bien, cela ne s'applique pas aux avions à réaction. Rendre les moteurs à réaction de plus en plus rapides signifiait également qu'ils prenaient de plus en plus de place. C'était un problème dans les conceptions d'avions à double queue, car l'espace utile où se trouve le moteur est très réduit, compte tenu qu'il doit contenir la cabine, en plus des réservoirs de carburant et de l'armement. Des avions comme le Sullivan Vampire ne correspondaient tout simplement pas à la demande croissante de maisons supersoniques des années 50 et 60. Les avions à double queue ont également échoué en tant qu'avions de fret, simplement parce que les avions de fret conventionnels se sont avérés beaucoup plus performants. La porte arrière, qui était le principal avantage des avions de fret à double queue, était également entravée par la queue elle-même. D'autres conceptions d'avions de fret conventionnels ont également résolu le problème de la porte arrière en plaçant simplement la queue de l'avion plus haut, comme dans le C-130 Hercule. Actuellement, il n'y a aucun avion militaire moderne qui utilise ce concept, du moins piloté. Il y a beaucoup de drones qui bénéficient de la grande stabilité offerte par la conception à double queue. Des drones comme les Bayraktar TB2 turcs ou les Israel Aerospace Industries Héron israéliens utilisent ce concept pour fonctionner. Et comme ceux-ci, de nombreux autres modèles de drones de toute taille utilisent une double queue. Donc ce concept, au lieu de disparaître, a simplement été transféré à une autre branche aéronautique. Rappelez-vous que c'est Guns Club. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et nous nous verrons bien sûr dans la prochaine.